Bonjour, pour ma seconde visite chez un grand vigneron de France, vous le voyez, on est parti en Bourgogne, précisément dans la Côte de Nuits et précisément dans un domaine célèbre, historique, le domaine Méo-Camusé, avec Jean-Nicolas Méo qui, je suis ravi de te retrouver ici, ou de vous retrouver, pardon, ici en Bourgogne, dans ce domaine magique. Méo-Camusé, c'est un domaine vraiment historique. D'ailleurs, ce monsieur, il n'a pas fait partie de Méo-Camusé, mais on en parlera tout à l'heure. C'est un personnage aussi historique. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver tous aussi. Ça fait plaisir de saluer tout le monde et d'être en contact avec des amateurs de vin et même si c'est pas un contact direct, de les saluer et d'espérer qu'ils voient bien en ce moment. Alors, Méo-Camusé, c'est, je disais, un domaine historique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un domaine très ancien qui appartient toujours à la même famille. Vous êtes un descendant de Monsieur Camusé et votre père a été un grand homme politique, mais aussi très impliqué dans le monde du vin, et à double titre parce que vous avez été aussi propriétaire du Clos Vougeot, du château du Clos Vougeot. Oui, Étienne Camusé en fait a conduit le rachat du Clos Vougeot après la Première Guerre mondiale, parce que à ce moment-là, Clos Vougeot avait été déjà vendu une première fois après la Révolution, et c'est resté un siècle un monopole, propriété de la famille Bourard, ouais. Et ça a été une première fois divisé dans les années 1890. Et puis il y a eu un négociant de Beaune qui a acheté le château et 20 hectares dessus, qui a été assez flamboyant, qui a marqué l'histoire de Clos Vougeot, mais c'est de nouveau venu en vente en 1920, après la Première Guerre mondiale donc, et à un moment où les choses étaient un peu difficiles, oui. Et à ce moment-là, Étienne Camusé essaye de monter une COP pour racheter le château et 20 hectares. Évidemment, compte tenu de l'esprit bourguignon, ça ne marche pas, mais du coup, il y a beaucoup de gens de Beaune, de viticulteurs de Beaune qui achètent une parcelle de Clos Vougeot à ce moment-là, et se pose le problème du château, personne n'en veut, donc c'est Étienne Camusé qui rachète le château, 3 hectares au pied du château, donc c'est vrai qu'on a une parcelle historique. Bon, et maintenant le château lui-même, il en fait pas grand-chose, il ne l'habite pas. À l'époque, il est député de la Côte d'Or et il considère que ça ferait très mauvais effet s'il débutait habiter le château. Il n'en fait pas grand-chose. Il y a un peu de vin qui a été fait dans l'entre-deux-guerres au château, qui est très peu. Et il nous reste le portrait derrière moi, c'est-à-dire... Alors c'est qui cet homme-là? Donc Goblet, le dernier moine célérier de Cîteaux. Donc avant la Révolution. Avant que le château et les vignes soient confisqués et vendus comme bien national. C'est lui qui s'occupait de l'exploitation et qui faisait du vin, et qui était un caractère assez truculent. Déjà, il s'appelait Goblet, c'est merveilleux, Goblet comme nom. Absolument, ça dit bien ce que ça voulait dire, et il était très fier de faire du vin, très fier de son vin, et très fier de son Clos Vougeot jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ce Clos Vougeot, vous avez eu la bonté de nous le faire partager. On va goûter un grand millésime, qui est un millésime que tous les amateurs de vin connaissent, parce que 2009, c'est célèbre dans le monde entier. C'est célèbre surtout à Bordeaux. En Bourgogne, c'est quoi 2009? C'est aussi un très beau millésime. C'est un petit peu pareil que Bordeaux, je crois. C'est-à-dire que c'est un très beau millésime, plénitude, beaucoup de sucrosité, de maturité dans ce millésime-là. Alors on a fait mieux depuis, si je puis dire, en termes de maturité, oui. Dans les dernières années. Et donc, à l'époque, 2009,
c'était c'est une année en neuf, donc on est très superstitieux en Bourgogne et on considérait que c'était une grande année même avant de l'avoir faite. Et du coup, certains ont un petit peu fait la fine bouche devant ce millésime, en disant ah, c'est un peu trop mûr, ça va pas se conserver, etc. Ouais. Alors, Jean-Nicolas, pendant que vous l'ouvrez pour nous le servir, parce qu'on a envie, hein, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat en Bourgogne avec, on se dit le pinot noir c'est tellement fin, c'est tellement délicat, c'est tellement floral que quand c'est trop riche, quand c'est trop mûr, ça ne va pas tenir. Bon, je suis à peu près sûr que le 2009 qu'on va goûter là, il est en pleine forme et il tiendra. Il ne faut pas oublier que le pinot noir, c'est certainement, en Bourgogne, dans les grands crus, c'est certainement le vin qui vieillit le plus longtemps. Il nous est arrivé, à vous Jean-Nicolas comme à moi, de goûter des vins du 19e siècle qui étaient dans une forme absolument olympique. Moi jamais. Ah bon, alors je vous plains parce que c'est vraiment une bonne expérience. J'espère qu'on la fera ensemble un de ces jours. En attendant... Le choix descendu, c'est 1904. Ah ouais, il était pas mal. Non, celui-là n'était pas terrible. Ah bon. Par contre, j'ai un souvenir d'un 1915. Lui aussi, il m'oublie. Hein. Vous voulez pas me servir un peu? Voilà, super. Merci. Vous aviez un souvenir de 1916? 15. 16, c'était un grand millésime. Moi, j'ai un souvenir de l'Attache 16, qui était merveilleux, que j'ai goûté en Champagne. Mais enfin, c'est une autre histoire. Alors, comment il est, ce vin? Alors, il est un petit peu fermé, parce que ce qui est arrivé au millésime 2009, donc exubérant et très chatoyant, très suave au début, eh bien, il s'est un petit peu fermé pendant son évolution. Et il s'est resserré. Et j'ai considéré que c'était ce qui pouvait arriver mieux à ce millésime, qu'on avait considéré comme étant un peu généreux et au départ, un peu trop sucré, mais il s'est très nettement retendu. Les vignes du domaine, c'est toujours celles qui sont en dessous du château? Absolument. Et donc, on a un terroir. Alors, en plus, en 2009, on avait une belle récolte et j'ai fait une expérience dans le sens où j'ai mis en bouteille séparément la parcelle qui est près du château et qui constitue l'essentiel de notre propriété au cours du jour, et on a une autre petite parcelle dans le grand ouverture. Et c'est intéressant, je ne l'ai pas fait souvent, mais j'ai profité en 2009 de le faire, de mettre en bouteille séparément ces deux parcelles pour illustrer les terroirs au cours du jour. Vous avez vu comme ils sont modestes hein, chez Méoquet Musée, ils ne mettent pas sous le château, mais sous le cellier. Hein. Alors, le château, c'était malheureusement c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser. Ouais. Alors en bouche, il se trouve comment? On a évidemment toujours cette suavité du millésime 2009. C'est au nez que c'est un petit peu fermé et il va falloir attendre que ça se développe. Ça donne envie. Hein. Mais en bouche, ouais. ça commence à être juste bien. Hein. Franchement, là. Aïe, 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 on a trop envie. Hein. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent sont comme moi. On vous envie beaucoup, Jean-Nicolas. Oui, mais un vin comme ça, alors il faut l'ouvrir 2 heures avant. Ouais. Parce que on passe un petit peu à côté d'une certaine ouverture, une certaine plénitude au nez, mais ouvert 2 heures avant, ça va être. Et juste pour conclure, quelque chose qu'on nous demande très souvent, la bonne température de dégustation d'un Grand Bourgogne, c'est quoi pour vous? Alors, j'aimerais bien donner une règle qui soit universelle. Un millésime comme 2009, c'est-à-dire un millésime mûr, il vaut mieux le servir un peu frais. Ouais. Genre 16 degrés.
un millésime un peu plus acide, comme ça nous arrive quand même encore beaucoup en Bourgogne, par exemple le millésime 2010, juste après, il vaut mieux servir un peu plus chaud, 18. Et donc voilà, ça va compliquer les choses pour nos clients et nos consommateurs, mais c'est le mieux. Non, mais on le sait bien, la Bourgogne, c'est tout un art. Donc, il y a des règles qui sont un peu plus compliquées qu'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Nicolas, et à très bientôt. J'espère qu'on pourra se retrouver en Bourgogne véritablement. Là. Oui, avec grand plaisir. À bientôt.